donc création du nouveau motif, motif de recrutement avec la durée des contrats et leur rémunération, les modifications principales concernant les congés maladie, les modifications importantes concernant la prime de fin de contrat dite de précarité, et quelques précisions sur les motifs de licenciement pour lesquels en fait on reprend le décret des agents contractuels de droit public PNM. Donc, théoriquement, on aurait dû avoir un statut qui serait entré en vigueur au plus tard au 1er janvier 2022 avec une modification du Code de la santé publique, avec un statut unique, un retard de publication du 6 février 2022 qui a des impacts quand même sur la période transitoire pour les cliniciens notamment. C'est-à-dire que l'ordonnance nous disait que que les dispositions entreraient en vigueur au moment de l'entrée du décret, ce qui fait que finalement, de facto, je vais avoir des agents qui peuvent être recrutés après le 1er janvier 2022, mais avant février, le 6 février 2022 sur les anciens motifs. Par contre, l'ordonnance nous disait qu'en ce qui concerne les cliniciens, ce motif de recrutement était supprimé au moment de la sortie du décret et au plus tard, le 1er janvier 2022, ce qui veut dire que vous n'aurez pas eu le droit, si vous l'avez fait, de recruter de nouveaux cliniciens à compter du 1er janvier 2022. Je vais revenir sur les dispositions transitoires qu'on a déjà commencé à évoquer avec Madame Chana et qui sont importantes et qui font que vous allez avoir éventuellement une double dégestion entre les praticiens anciens, entre guillemets, et les nouveaux praticiens de la nouvelle réglementation. Donc, sur ces praticiens hospitaliers contractuels, le principe, c'est qu'on a donc une fusion des différents types de statuts, praticiens contractuels, attachés et cliniciens, avec une seule partie qui est la partie que j'ai exposée, à l'exception des assistants des hôpitaux, duquel je ne parlerai pas, avec donc ce nouveau statut, dispositif transitoire, donc une sorte de mise en expression des contractuels et praticiens attachés, avec le fait que j'ai, a priori, je vais développer ça, pas de nouveau recrutement sous ces statuts et pas de renouvellement ou d'avenant sous un ancien statut. Par contre, les praticiens contractuels, les praticiens attachés restent régis par leur statut jusqu'au terme de leur contrat. Le Code de la santé publique est assez clair là-dessus. Les dispositions relatives aux anciens praticiens demeurent applicables. Donc, toute la partie sur les anciens praticiens est toujours là, ce qui, par exemple, peut avoir une différence d'impact en termes de prime de précarité, puisque vous le savez peut-être, mais en tout cas, on va le revoir, les modalités d'octroi de la prime de fin de contrat, de la prime de précarité des praticiens contractuels sont modifiées de manière, grosso modo, à essayer de s'exonérer de cette prime de précarité. Et pour le coup, si j'ai un praticien contractuel qui était recruté avant et qui a son contrat qui se termine après le 5 février, il est toujours régi par les anciennes dispositions. Et moi, je suis désolé, dans les anciennes dispositions, on a toujours les dispositions de la prime de précarité ancienne, avec toujours les questions qui peuvent se poser ou qui auraient pu se poser. Par contre, pour ces anciens praticiens contractuels, eh bien, aucun nouveau contrat, ni de renouvellement ou avenant n'est possible. Et donc, les contrats en cours sont conclus et se poursuivent jusqu'au terme, selon les modalités du contrat, avec donc, comme je le disais, en fonction des situations, le versement de la prime de précarité de 10% sur l'ensemble de l'emploi. En ce qui concerne les praticiens attachés, on retrouve une disposition similaire. Simplement, il y a une petite différence, c'est que les praticiens attachés qui remplissaient les conditions d'un CDI, qui remplissent les conditions d'un renouvellement en CDI à l'issue de leur contrat, donc après le contrat triennal, ils gardent ce droit à bénéficier d'un CDI. Donc, voilà les dispositions transitoires. Maintenant, un praticien qui arrive en fin de contrat, eh bien, on peut lui proposer un nouveau contrat sous l'empire des nouveaux motifs de recrutement, qui sont les suivants. Donc, c'est les dispositions de l'article du Code de la santé
publics qui sont les... hop là, je vais vous le dire. C'est 61, 52 et des brouettes. Voilà, 61, 52-338. Et donc, on a ces 4 motifs de recrutement suivants. Premièrement, remplacement d'une absence ou un accroissement temporaire d'activité. Deuxièmement, donc les anciens cliniciens, hein, finalement, pour lesquels il y a une particulière difficulté de recrutement avec un nombre de maximal et la définition de la nature et des spécialités qui sont fixées par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Le recrutement d'un praticien dans l'attente de son inscription sur la liste d'aptitude au concours de praticiens et le fait de compléter l'offre de soins. Alors, ça a quand même eu un impact sur le fonctionnement au jour le jour des établissements, puisque bon, en matière de remplacement et d'accroissement d'activité, il y a juste la durée de l'accroissement, on fusionne un petit peu les deux motifs, donc il n'y a pas d'énormes changements. Les difficultés particulières de recrutement, donc je dis c'est l'ancien clinicien, se pose la problématique de la rémunération. J'ai développé ce point de manière assez complète derrière. Par contre, sur le praticien dans l'attente de son inscription, il y a une limite. C'est que ça veut dire que cet praticien-là n'a pas le CPH. Donc, déjà, des praticiens qui auraient le CPH ne peuvent pas être recrutés sur ce motif-là. J'ai souvent la question dans les établissements du comment je fais pour faire face à un poste vacant de praticien hospitalier, sur quel motif on n'est pas vraiment sur sauf à trouver un praticien qui a un objectif de passer le CPH, je peux, là, aujourd'hui, pas vraiment recruter un agent praticien hospitalier purement sur un motif de vacance de poste. Alors, les contrats qui sont rédigés sur ces motifs de recrutement, ce sont des recrutements qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel, avec quand même quelques limites. Le premier, c'est le praticien qui est recruté dans l'optique de passer le CPH. C'est un minimum de 5 demi-journées par semaine. Pourquoi ? Parce que ça correspond à un 50% d'un temps plein et que l'objectif quand même quelque part, c'est qu'il soit titularisé à l'issue de cette période de contrat, ou du moins qui se porte candidat sur un poste. Et quand je suis praticien hospitalier, j'ai une quotité, là aussi il y a des changements, mais ceci est une autre histoire, qui ne dépasse, qui est minimum de 5 journées par semaine. Et ensuite, sur compléter l'offre de soins, là, on a un maximum, qui est un maximum de 4 demi-journées par semaine. L'idée, c'est de ne pas faire, entre guillemets, concurrence réglementaire avec les praticiens hospitaliers titulaires qui ont vocation, normalement, à occuper les postes de praticiens dans les établissements. Alors, bien entendu, il y a possibilité de modifier la quotité. Et donc, toute modification du nombre de demi-journées devra faire l'objet d'un avenant au contrat initial. L'avenant, je ne sais pas si c'est clair pour vous, la différence entre renouvellement et avenant. En théorie, l'avenant, c'est la modification d'un contrat en cours et le renouvellement, c'est le contrat qui est relancé sur une nouvelle période. Alors, peut-on faire un renouvellement par avenant ? Moi, en tant que pur technicien du droit, je suis un peu dubitatif sur cette question. À mon sens, je ne pense pas, parce que le texte fait bien la différence entre le renouvellement et l'avenant. Bon, c'est une question de vocabulaire, mais qui aurait pu avoir un impact sur la prime de précarité et sur le moment de l'aversement de la prime de précarité dans l'empire des dispositions anciennes et encore applicables aux praticiens recrutés avant février 2022. Alors, sur ces motifs de recrutement, quelle est la durée du contrat ? Donc, sur un motif de remplacement, un accroissement temporaire d'activité, on a une durée maximum initiale de 6 mois, renouvelable dans la limite de 2 ans. Alors, je peux faire des contrats d'1 mois, de 2 mois, de 3 mois, peu importe. Simplement, leur renouvellement, dont le nombre n'est pas limité. Par contre, c'est la durée totale de recrutement sur ce motif-là qui est de 2 ans. Autre sur le motif, sur les difficultés particulières de recrutement, la durée maximum initiale du contrat, c'est 3 ans.
renouvelable dans la limite de 6 ans, c'est ce qu'évoquait Madame Chana, à ne pas confondre ces 6 ans-là avec ce qu'on va voir dans quelques instants, la durée maximum de recrutement sur ces 3 premiers motifs cumulés, hein, puisque je vais le répéter, mais sur le motif remplacement, le motif difficulté particulière, ancien clinicien, et le motif recruté dans l'attente de son inscription, eh bien, la durée cumulée est limitée à 6 ans. Sur l'offre, compléter l'offre de soins, là, je n'ai pas de durée limite et on va le voir, on a même d'ailleurs la possibilité d'avoir un CDI. D'ailleurs, c'est le seul cas où j'ai la possibilité d'avoir un contrat à durée indéterminée. Sur le recrutement d'un agent dans l'optique du passage du CPH, eh bien, on a une durée de maximum 3 ans de contrat. Le texte ne me parle pas de renouvellement. Hein, il me dit juste 3 ans maximum de contrat et ne précise pas le fait qu'on puisse modifier, enfin qu'on puisse renouveler la période de contrat. Bonjour, Monsieur Lafitte. Alors, sur la question du recrutement sur un motif de compléter l'offre de soins, eh bien, là, on a une durée de contrat qui est de 3 ans maximum, renouvelable en CDD pour une durée maximum de 6 ans. Alors, pourquoi je dis renouvelé en CDD pour une durée maximum de 6 ans? Parce que le contrat qui va être prolongé au-delà de 6 ans devra l'être, si d'aventure c'est prolongé, en contrat à durée indéterminée. Donc justement, par rapport à ça, sur ces contrats à durée déterminée en fonction du motif de recrutement, premièrement, sur les motifs de remplacement des difficultés particulières ou de recruter un praticien dans l'attente de son inscription, je n'ai pas de CDI possible. Et mon agent ne pourrait pas avoir de CDI et surtout, il ne pourrait pas cumuler sur ce motif-là avec un CDD maximum de 6 ans. Je le dis autrement, c'est ce que j'évoquais avec Madame Chana, c'est je recrute quelqu'un sur un motif de remplacement 2 ans, je recrute quelqu'un sur un motif de particulière difficulté de recrutement 3 ans, je recrute quelqu'un sur un motif dans l'optique d'un passage d'un CPH, je ne peux pas lui donner un contrat de 3 ans parce que j'ai déjà eu 50 contrats dans l'établissement et je ne peux pas, je peux lui donner un contrat sur l'optique d'être inscrit sur une liste d'aptitude que pour une durée d'1 an, puisque 3 plus 2, ça fait 5, plus 1, 6. Donc, durée maximum, c'est mêlé de CDD, qui est de 6 ans dans l'établissement. Alors, il y a une question intéressante. Hein. Est-ce que je pourrais me sortir de cette situation-là? Hein? Un pharmacien qui remplace quelques semaines par an les congés va donc atteindre à un moment les 2 ans du motif 1, ne pourra plus remplacer. Alors, non, parce que hein, là-dessus, c'est assez facile de s'en tirer, puisque 2 choses. Le texte, il me dit, le contrat est conclu pour une durée définitive de 6 ans, il est renouvelable. Et quand on parle de renouvellement, on parle d'un contrat qui suit derrière immédiatement le contrat en cours. Donc là, de ce que vous me dites, un pharmacien qui vient remplacer plusieurs semaines pendant les congés, mais pas d'affilée, je ne suis pas sur un contrat renouvelé. Je suis chaque fois sur un nouveau contrat, sur le même motif, hein, mais sur le même motif réglementaire, mais pas sur le même motif en termes de moment. Il va remplacer un tel, il va remplacer un tel, il va. Donc, du coup, comme c'est pas renouvelé et que c'est un autre contrat qui vient plus tard, s'il y a une interruption entre 2 contrats, eh bien, la durée maximale de 2 ans ne s'appliquerait pas. Deuxièmement, en ce qui concerne hein, le cumul global
de 6 ans pour les 3 premiers motifs ici. Hein, le texte, je vous le lis, il est assez clair. Un même praticien ne peut pas bénéficier de recrutement successif au sein d'un même établissement en application du remplacement, de difficultés particulières de recrutement et du passage en CPH que pour une durée maximum de 6 ans. Donc, le mot successif, hein, c'est d'affilée. Donc, si je suis malin, eh bien, je m'exonère de cette obligation-là en ne recrutant pas de manière d'affilée, mais en laissant des périodes. C'est-à-dire que je pourrais recruter un agent contractuel sur un motif de remplacement à un moment, et puis quelques mois ou un an plus tard, le recruter sur un autre motif. Comme ce n'est pas successif juste l'un derrière l'autre, eh bien, je ne vois pas réglementairement ce qui empêcherait de le recruter à nouveau sur ce motif-là. Donc, sur l'offre de soins, je vous l'ai dit, c'est un contrat à durée déterminée d'une durée de 3 ans au max, mais ça peut être moins. Et il y a une possibilité de donner un CDI à cet agent-là après une durée cumulée de contrat de 3 ans. Donc, soit j'ai 3 ans de CDD, et puis derrière, eh bien, on va, après 3 ans de CDD, soit 3 ans d'affilée, soit 1 an plus 1 an plus 1 an, soit 6 mois plus 6 mois, puisque c'est une durée max, 3 ans. Ce n'est pas une durée mini. Eh bien, on va pouvoir, si on le souhaite, proposer un contrat à durée déterminée aux praticiens. Et par contre, hein, si j'embauche, si la personne elle est dans l'établissement sur un même emploi, sur une durée de 6 ans sur ce motif-là, eh bien, et que j'entends garder le praticien, eh bien là, je suis obligé de lui octroyer un contrat à durée indéterminée. Alors, pour les entre guillemets vacataires, hein, c'est une des questions, j'aime bien les guillemets vacataires, puisque si vous mettez des guillemets, c'est que vous avez conscience que ce n'est pas vraiment quelque chose qui existe. Est-ce que ça rentre dans le motif numéro 1, hein, qui est le remplacement ou l'encroissement d'activité? Je ne vois pas d'autre solution que celui-là. Mais donc, ça serait cette durée, mais rien n'empêche, hein, sur un motif de remplacement, de faire des contrats très courts, de faire des contrats d'1 mois, de 2 semaines. Hein, il n'y a pas de minimum, hein, il y a un maximum 6 mois max, renouvelable max 2 ans, mais il n'y a pas de minimum. Alors, peut-on proposer un contrat de 3 ans directement? Ça dépend le motif de recrutement. Hein. Si jamais je suis sur un motif de recrutement, de remplacement ou d'accroissement, non, c'est impossible. De toute façon, c'est 2 ans max. Mais sur un motif de recruter un praticien dans l'attente de son inscription en liste d'aptitude, oui. Alors d'ailleurs, hein, sur le recrutement d'un praticien dans l'attente de l'inscription sur une liste d'aptitude, comme je le disais tout à l'heure, je ne vois pas dans le texte de possibilité de renouveler. On me dit simplement le contrat, une durée maximum de 3 ans. Donc ça voudrait dire que eh bien, je ne pourrais lui donner un contrat, si je lui donne qu'1 an, je ne pourrais pas le renouveler. Donc ce serait 3 ans ou 1 an, mais si c'est 1 an, c'est 1 an, si c'est 2 ans, c'est 2 ans, si c'est 3 ans, c'est 3 ans. Le texte ne me dit pas qu'il peut être renouvelé. Donc, on ne peut pas le renouveler. Sur un motif de compléter l'offre de soins, oui, vous pouvez donner un contrat directement de 3 ans. Hein. C'est en fonction de votre besoin que vous allez le définir. Alors, une autre question, peut-on interrompre un contrat de clinicien en cours au bénéfice d'un contrat de PHC? Non. Non, il a le droit d'aller au bout de son contrat. Après, derrière, vous pouvez négocier avec l'agent, mais les contrats conclus avant le 1er janvier 2022, ils vont jusqu'au terme normal. Hein. Il n'y a pas de dispositif transitoire comme ça a pu être évoqué un moment. On a fait simple, les agents qui ont leur contrat, ils vont jusqu'au bout de leur contrat. Après, par ailleurs, vous pouvez le licencier. Alors, si c'est une demande du médecin, oui, bien sûr, vous vous entendez, hein, pour que le médecin démissionne. C'est la seule solution. Et vous ne pouvez pas le licencier, vous n'avez pas de raison de le faire. Mais si le médecin, dans la foulée, vous le faites démissionner, vous lui redonnez directement un contrat de PHC nouvelle formule sur un nouveau motif ou sur le motif difficulté de recrutement, c'est tout à fait possible. Ah oui, voilà, Madame Chana, vous avez la même question que Madame de Porter par Internet.
Quid des contrats pour assurer la permanence des soins? Alors, il n'y a pas de motif de recrutement de contrat pour assurer la permanence des soins. Alors, bien entendu, un praticien contractuel participe à la permanence des soins, mais à la question est-ce que je peux recruter un praticien contractuel au motif de la permanence des soins? De mon point de vue, non, il n'y a pas de motif de recrutement spécifique. Il faut que je tape dans un des autres motifs de recrutement pour assurer la permanence des soins. Donc, un accroissement, une difficulté particulière de recrutement, ça ne me semble pas tellement adapté. Le recrutement dans le cadre de l'inscription au CPH, ça ne me semble pas adapté non plus. Mais sur voilà, remplacement, accroissement ou compléter l'offre de soins, à la limite, ça pourrait passer. Et on va organiser la permanence des soins compte tenu de ce contrat et par rapport aux besoins de l'établissement. Si on fait un contrat d'1 an, on ne peut pas le renouveler, c'est bien ça. Bah écoutez, Madame de Porter, sur le motif, recruter un praticien dans l'attente de son inscription au CPH, on nous dit, on ne parle pas de possibilité de renouvellement. Alors que dans les autres cas, on nous parle bien de possibilité de renouvellement. Donc là, on me dit simplement, le contrat est conclu pour une durée maximum de 3 ans. Point. Donc, à mon sens, si je fais de l'exégèse juridique bête et méchante, eh bien, je n'ai pas de possibilité de renouveler le contrat du praticien sur ce motif-là. Alors, après, si vous le faites, est-ce que la Terre va s'ouvrir en deux? Ça, c'est une autre question, mais c'est une question de choix. En tout cas, réglementairement, je ne vois pas de solution. Alors, sur ces motifs de recrutement, comment sont-ils recrutés? Donc, ça n'a pas trop de changement, recruté par le directeur, puisque contrairement aux praticiens hospitaliers, c'est vous l'employeur. Donc, recruté par le directeur après avis du PCME et le chef de pôle, sur proposition du chef de service du service concerné. Autre possibilité, ça c'est une question de souplesse qui peut peut-être vous aider, notamment par votre question de permanente des soins, c'est la possibilité d'exercer son activité dans plusieurs établissements, notamment au sein des GHT, c'est-à-dire que je pourrais recruter un praticien qui, dans son contrat, exerçait ses fonctions dans plusieurs établissements, soit dans le cadre d'un GHT, soit pour développer la mise en réseau. Et pour les praticiens hospitaliers à temps plein avec son accord, bien sûr, il a aussi la possibilité même de pouvoir exercer ses missions dans le privé. Donc, dans ce cas-là, il faut une convention tripartite qui détermine comment j'organise le planning du praticien entre les différents établissements auxquels il va travailler. Et bien entendu, ce n'est pas gratuit, puisqu'on a aussi les modalités de répartition de l'activité, bien sûr, et la fraction des éléments et indemnités et les charges annexes qui sont supportées par chacun des établissements. Soit en remboursement, soit en direct, ça peut être bien le remboursement, ce qui apporte là-dessus une certaine souplesse. Alors, le contrat, justement, qu'est-ce qu'il doit préciser? Donc, il doit préciser, bien sûr, les titres, formation et qualification du professionnel. Il vaut mieux qu'il soit docteur en médecine. Le motif de recrutement. Le motif de recrutement, donc le 1, 2, 3, 4 de l'article 6152-338, bien sûr, les fonctions qu'il va exercer, ses obligations, donc est-ce qu'il est à temps plein, est-ce qu'il est à temps partiel, s'il est à temps partiel, quelle quotité. La quotité est libre, sauf pour deux motifs, rappelez-vous, c'est le motif l'agent qui va passer le CPH et le motif compléter l'offre de soins. L'agent qui va passer le CPH, c'est minimum 5 demi-journées par semaine et la compléter l'offre de soins, c'est maximum 4 demi-journées par semaine. La participation donc à la permanence des soins qui est en place dans l'établissement. Le pôle et le service d'affectation. Et bien entendu, les éléments traditionnels du contrat, la date, la durée du contrat, l'éventuelle période d'essai. Donc là, il n'y a pas de changement sur la durée de période d'essai.
la durée du préavis en cas de démission, de licenciement ou de rupture anticipée, donc bon, des choses qu'on trouve naturellement et de manière normale sur un contrat. Un rappel sur le régime de protection sociale, hein, donc régime général de la sécurité sociale pour tous les risques avec Arco Agirc. Alors ça n'empêche pas hein, les modifications en matière de congé maladie avec un maintien de traitement dans le cadre des congés par l'employeur. Et surtout, le contrat doit déterminer le montant des émoluments ainsi que les indemnités qui peuvent s'ajouter et un petit rappel sur les droits obligations en tant qu'agent, par exemple les éléments sur le cumul d'activités, ça peut être sympa de les rappeler. Alors, en ce qui concerne la rémunération, qu'en est-il de la composition de la rémunération? Il n'y a pas vraiment de changement. On a des émoluments de base mensuels qui sont planchers et plafonnés. Justement, hein, c'est un véritable enjeu, cette question-là. Et puis après, on va retrouver les primes auxquelles l'agent peut bénéficier, donc l'indemnité de suggestion, la TTA, les astreintes et déplacements, la prime d'engagement de la carrière hospitalière, avec les conséquences derrière. Donc là, il n'y a pas de changement. La prime d'exercice territorial et la prime de solidarité territoriale en fonction qu'il adhère ou pas au dispositif. Alors, ce qui a changé et ce qui est important, c'est les émoluments de base qui vont dépendre à la fois du motif de recrutement, mais aussi de la situation de l'agent. Sur un motif de remplacement d'une absence ou d'accroissement temporaire d'activité, on a une rémunération plancher et une rémunération donc plafond des émoluments de base, sachant que ce plafond il est pour un temps plein, ce qui veut dire que je vais devoir proratiser le plafond et le plancher en fonction de la quotité de recrutement du praticien que je recrute. Alors, comment je fais pour déterminer cette rémunération? Eh bien, je vais d'abord me poser la question de savoir quelle forme la rémunération peut avoir. Donc, je peux faire référence à l'échelon de praticien qui correspond au maximum, enfin au montant que je vais verser, mais je ne suis pas du tout obligé de le faire. Je peux tout à fait fixer une rémunération des éléments forfaitaires de rémunération de l'agent. Comment je fais pour fixer ce montant, que ce soit lié à un échelon ou aux éléments forfaitaires? Eh bien, je dois prendre en compte notamment les fonctions occupées par l'agent, les qualifications requises pour son exercice et la qualification détenue par le praticien. Alors, le mot notamment en droit, c'est un mot qui est un mot valise parce que ça ne correspond pas vraiment à la linguistique, mais disons que c'est un mot qui nous permet, en tant que juriste, qui permet aux juristes de pouvoir mettre des critères supplémentaires. Hein. On a une certaine liberté hein, dans cette détermination de rémunération, aucune obligation hein, d'établir des barèmes. Maintenant, sur certains territoires, pour éviter la concurrence entre des établissements, voire éviter la concurrence entre établissements d'un même GHT, il peut être sympa de s'entendre sur des barèmes en fonction de l'expérience du praticien. Maintenant, comme nous l'a dit Madame Chana tout à l'heure, eh bien, on est aussi soumis à la loi de l'offre et de la demande en ce moment. Et bon, les praticiens n'hésitent pas, et quelque part ils ont raison, hein, à négocier leur rémunération à essayer du moins de négocier leur rémunération de manière plus importante, sachant que normalement l'employeur, il n'a pas le droit de dépasser les plafonds. Alors, par ailleurs, une question qui se pose, hein, si on officialise des barèmes, est-ce que ces barèmes deviennent opposables juridiquement? Autant on a de la négociation collective pour les PNM qui a été entrée, actée et qui a une portée juridique avec un caractère opposable des accords, autant, à mon sens, une structuration de la rémunération du personnel médical qui pourrait être validé en CME ne me semble pas opposable devant le juge et on pourrait aussi s'exonérer de manière assez simple en indiquant que on déterminerait la rémunération en fonction de la situation.
avec des indications plutôt qu'une fourchette fixe pour les praticiens. Alors, petite spécificité à ce plancher et ce plafond, on a plusieurs exceptions et dérogations. Le premier d'entre eux, c'est la question des praticiens recrutés max par demi-journée. En fait, ce n'est pas vraiment une exception, c'est que du coup, comme il est à temps partiel, on est maximum sur une durée, un montant toujours apprécié de la même manière, mais qui est de facto proratisé, puisqu'il n'est pas à temps plein. Donc, s'il est à 4 jours, 4 demi-journées, on va faire 4 dixièmes de 39 360,96 ou 4 dixièmes de 67 740,25 € pour le plancher et le plafond, hors les éventuelles primes dont il pourrait bénéficier. Donc là, carrément une exception, c'est le cumul emploi-retraite. Déjà, il n'y a pas de motif de recrutement au titre du cumul emploi-retraite en tant que tel. C'est juste que je vais recruter un praticien contractuel sur un des motifs qu'on a évoqués et qui s'avère être un praticien qui bénéficie déjà d'une pension de retraite. Alors attention pour lui déjà à ne pas tomber dans le régime du cumul emploi-retraite en termes de montant de pension, qui ne vous regarde pas, mais qui peut entraîner la nécessité de rembourser un montant de la retraite s'il dépasse un certain montant. Autre élément à faire attention, c'est que si j'ai quelqu'un qui, en cumulant emploi-retraite, c'est qu'a priori, il a plus de 62 ans, et donc la question de la limite d'âge se pose. Le Code de la santé publique, la limite d'âge, c'est 67 ans, et il y avait une dérogation à 72 ans, prévue par l'article 138 de la loi du 9 août 2004, mais cette dérogation, elle est prévue jusqu'au 31 décembre 2022. Est-ce qu'elle va continuer? J'en sais rien. Si, par exemple, vous avez un agent qui est recruté en CDI et qui arrive à 70 ans, le CDI prend fin. C'est un licenciement par limite d'âge. Et si je recrute une personne qui a plus de 67 ans, nouvellement, je vous conseille de ne pas faire de contrat au-delà du 31 décembre 2022 pour justement éviter d'être dans la difficulté si d'aventure cette dérogation n'est pas relancée dans les 6 mois qui restent avant la fin de l'année. Alors, les modalités de détermination de la rémunération sont les mêmes. Le plancher est le même. Simplement, ce qui est différent, c'est le plafond, puisque pour le plafond, mon praticien, qui était titulaire avant, pourra bénéficier dans le plafond de la rémunération correspondant au dernier échelon, rémunération de base, correspondant au dernier échelon qu'il a eu en tant que praticien hospitalier titulaire. Donc, c'est une première dérogation. Donc, pas de motif, attention à la limite d'âge et donc un plafond qui est supérieur au plafond pour le recrutement des autres agents praticiens hospitaliers contractuels. Autre élément qui vient compliquer un petit peu la chose, c'est les particulières difficultés de recrutement. Pour les particulières difficultés de recrutement, donc le motif numéro 2, c'est un plancher qui est le même, toujours proratisé, et par contre un plafond qui est un plafond qui est maximum de 119 130 € par an par une part variable. Donc, le texte me dit que les émoluments peuvent comprendre une part variable subordonnée à la réalisation des objectifs particuliers et des objectifs prévus au contrat. On va y revenir un petit peu en détail. La question qui se pose, c'est est-ce que j'ai un max sur les émoluments et que j'ai une part variable qui est donc de 51 389 €, ou est-ce que je peux aller jusqu'à 119 000, mais avec une part variable qui existe, mais qui peut être que de 1 000 €, par exemple. Si je vais tirer un peu par les cheveux, je dirais, voilà, j'ai des émoluments fixes de 110 000 € et une part variable de 9 130 €. Ou est-ce que je suis limité à 62 740 et que ma part variable, elle est maximum de 51 389 €.
À mon sens, à mon sens, j'ai l'interprétation large de dire que la part variable, ce n'est pas 51 389,75, mais le maximum plafond, c'est 119 130, avec une part variable, mais qui n'est pas nécessairement de 51 389 euros. Donc, bon, après, c'est l'interprétation de Florent Lefrapper, mais le texte me dit que par dérogation au plafond, le plafond, c'est celui-là. Et on nous dit aussi que je peux comprendre une part variable. Alors, si jamais je mets une part variable, eh bien, ce qu'il faut, c'est rajouter dans le contrat de ces praticiens recrutés dans la limite du nombre maximal prévu par le CEPOM. Je dois rajouter les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui vont permettre d'identifier si oui ou non mon praticien a atteint les objectifs et donc justifie pour du versement de la part variable qui est prévue à son contrat, les délais pour y parvenir et le rythme des objectifs et des engagements. Il faut rajouter ça au contrat, ce qui veut dire qu'il faut définir des objectifs. Qu'il faut définir des objectifs quantifiables, puisque c'est ça qui va servir de base au paiement. Alors, comment ça se passe sur cette part variable? Donc, dans le contrat, j'ai une détermination des objectifs et la part variable ne sera acquise qu'au moment de l'atteinte des objectifs. J'ai la possibilité de verser mensuellement par acompte et il faut que ça soit prévu au contrat, une partie ou toute ou partie de la part variable et à l'issue d'un an, eh bien, il y aura une évaluation avec le chef de pôle sur un compte rendu d'entretien écrit entre le chef de service et le responsable de la structure interne et le praticien contractuel. Donc, ce compte rendu transmis au chef de pôle et le chef de pôle va identifier si oui ou non les objectifs ont été atteints avec donc une proposition de montant de la part variable au directeur de l'établissement, directeur d'établissement qui va arrêter le montant de la part variable qui est subordonné donc à la réalisation des engagements et des objectifs, ce qui veut dire que pour être sûr, pour éviter tout contentieux, il faut avoir des objectifs qui soient suffisamment clairs pour ces praticiens, qu'on puisse quantifier. Et si d'aventure, eh bien, mon agent a atteint ses objectifs et que je n'ai pas tout versé dans les acomptes, je vais devoir verser une rémunération complémentaire. Par contre, si jamais il n'a pas atteint ses objectifs, en théorie, eh bien, je peux faire un trop perçu par rapport au montant des acomptes qui ont déjà été versés aux praticiens tout au long de son contrat. Alors, ce n'est pas tout. C'est pas tout. On introduit une possibilité de mettre fin au contrat de manière anticipée dans la mesure où les résultats attendus par ce praticien sont notoirement insuffisants et on pourrait mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, à préavis du PCME. Mais pour pouvoir le faire et éviter d'avoir un contentieux qui serait perdu, eh bien, je vous invite à être suffisamment clair dans les objectifs qualitatifs et quantitatifs de ce praticien pour éviter toute espèce de contentieux qui pourrait naître par rapport à ça. Alors après, je ne vis pas dans une grotte et je sais très bien quelles sont les difficultés de recrutement. Bon, il y a la théorie, après il y a la pratique. Je vous laisse imaginer ce que je veux dire par là. Les cas de rupture anticipée devraient être quand même passablement défendables en cas de contentieux dans ce cadre-là, mais il n'en est pas moins que juridiquement, c'est un nouveau motif de rupture avec ces praticiens recrutés sur ce motif-là. Alors, il y a une autre dérogation, c'est le praticien recruté
dans l'attente de son inscription sur la liste de praticiens de CPH. Donc le plancher est le même, simplement le plafond, il est équivalent à ce qu'aurait perçu un praticien hospitalier comme s'il avait été classé en tant que praticien hospitalier titulaire, et donc avec reprise d'ancienneté et classement, avec donc un échelon de base équivalent qui peut être, en fonction de l'expérience de l'agent, supérieur à l'échelon 6, puisque c'est le maximum de l'échelon 6, la rémunération plafond des éléments de base. Donc, voici, essayer de traduire en quelques diapos, j'espère à peu près digestes, les modalités de recrutement et de rémunération des agents, des praticiens contractuels, sachant que, en tout état de cause, le praticien contractuel a le droit à une réévaluation de sa rémunération au minimum tous les 3 ans, une réévaluation qui n'est pas de droit. Quand on parle de réévaluation, le Conseil d'État a été très clair dans un arrêt de 2014, ça ne veut pas dire augmentation. D'abord, je suis limité par le plafond. Si j'ai un praticien qui est déjà au plafond, je ne peux pas l'augmenter. Deuxièmement, si j'ai un praticien qui n'est pas au plafond, mais qui est bof, qui n'est pas extraordinaire, je n'ai pas d'obligation d'augmenter sa rémunération. Par contre, si j'ai un praticien qui n'est pas au plafond et qui est génial, au bout de 3 ans, j'ai l'obligation de faire cette réévaluation. Alors, sur les modifications concernant les congés maladie, donc on a plusieurs modifications avec une harmonisation en fait des congés des agents, les nouveaux praticiens contractuels. En termes de CMO, donc le congé maladie, ils ont 12 mois, 3 mois à plein, 9 mois et demi. Et ce qu'il y a de différent, c'est qu'ils vont bénéficier du coup du CLM et du CLD dans des conditions similaires à ceux des fonctionnaires, alors à ceux des titulaires, toujours avec l'articulation avec le régime général, remboursement ou subrogation, puisqu'ils sont au régime général. Et en matière d'ATMP, donc toujours prise en charge par la caisse, mais congé imputable octroyé par l'employeur pour une durée maximum de 2 ans pour les praticiens, on a de nouveaux praticiens, alors que pour les autres, on est sur une durée maximale de 5 ans. Donc, ça vous fera moins de complexité en matière de gestion des congés maladie de ces praticiens contractuels recrutés sous ces nouveaux motifs, ce nouveau statut de praticien contractuel. Alors, autre élément qui est important, c'est la prime de précarité. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu des contentieux en matière de prime de précarité. C'est quelque chose qu'en tout cas, moi, je fais extrêmement souvent. Il y a des questions qui se posent, qui ont donné des réponses par de la jurisprudence. Par exemple, un praticien en cumul emploi-retraite a le droit à la prime de précarité. Le Conseil d'État nous a dit non parce qu'il n'est pas précaire. Le praticien contractuel qui a le CPH et qui refuse de postuler sur un poste vacant concernant sa spécialité avec une rémunération au moins équivalente, a-t-il droit à la prime de précarité à la fin de son contrat? Non, ça aussi c'est clairement précisé par le Conseil d'État dans plusieurs jurisprudences depuis 2009. Et il y avait une autre question qui restait en suspens et qui concerne encore les anciens praticiens, c'est est-ce que je devais verser la prime de fin de contrat à la fin de chaque contrat ou au terme global du contrat, puisque le texte ne dit pas quand c'est que dans le cas où le contrat se poursuit en CDI, qu'il n'y a pas qu'il y a une proposition de CDI refusée, qu'il n'y a pas de prime de précarité. Il n'y a pas, à ma connaissance, de jurisprudence de principe du Conseil d'État. On a quelques jurisprudences de tribunaux administratifs et de cours administratifs d'appel qui considèrent que la prime de fin de contrat est due au terme de chaque contrat et non pas au terme du nombre global. Mais je n'ai pas encore de jurisprudence du Conseil d'État claire sur cette question-là. En tout état de cause, c'est modifié par le décret. Donc, les conditions pour verser la prime de fin de contrat, eh bien, c'est un agent dont le contrat n'est pas renouvelé. Donc là,
la condition nouvelle est claire. Si j'ai un contrat sur un motif de remplacement d'une durée de 6 mois qui est renouvelé, eh bien, du coup, il n'y a pas de prime de précarité, alors qu'avant, la question aurait pu se poser. Donc là, non, c'est au terme de l'ensemble des contrats que l'agent va pouvoir bénéficier de sa prime de précarité. Absence de versement de l'indemnité de fin de contrat aujourd'hui, lorsqu'il y a une rupture anticipée de l'initiative de l'agent, un refus de CDI ou un refus de candidature en CPH. Et là, le changement qu'il y a, c'est qu'il y a une nouvelle condition, c'est que les émoluments bruts annuels, lorsqu'ils sont supérieurs à 30% au seuil maximum, donc pour un temps plein, ça me fait 51 214 €, il n'y a pas de versement de l'indemnité de fin de contrat. Donc, ça va concerner quasiment tous les praticiens contractuels. Dès qu'ils ont ce montant-là, ils n'ont plus le droit à la fin de contrat. Le montant ne bouge pas, on est sur 10%, mais attention, 10% des émoluments. Hein, le texte me dit, 10% des émoluments du praticien. Et donc, on est sur cette sur ce montant-là. Les émoluments de base vont être calculés. Oui, hein, il y aura un support qui sera communiqué, bien sûr. Et du coup, il y a aussi le versement au terme de l'ensemble des contrats. C'est ce que je disais, c'est que là, on va apprécier non pas au terme du contrat, mais au terme de l'ensemble des contrats renouvelés ou des autres contrats derrière. C'est en termes de la période d'emploi du praticien sur l'ensemble de la période qu'on va calculer et verser la prime de précarité. Petite modification aussi concernant les préavis. Premier préavis sur la démission, donc en fonction de la durée du contrat, 1 mois pour les contrats de maximum 6 mois, 2 mois pour les contrats maximum de 2 ans, et 3 mois pour une période d'emploi, pardon, pas les contrats, une période d'emploi de plus de 10 ans ou en CDI. Bon, c'est pas très compliqué, simplement une sorte d'harmonisation. Et enfin, sur le licenciement, on a une modification concernant le licenciement. Donc, on a des nouveaux motifs. La suppression du besoin, la transformation du besoin, le recrutement d'un praticien lorsqu'il s'agit de pourvoir la vacance d'un poste, le refus par le praticien de modification substantielle de son contrat. Donc, en termes de procédure, le praticien en CDD, on va parler de rupture anticipée. C'est marrant parce que dans la fonction publique, on parle toujours de licenciement ou de licenciement pour un praticien en CDI. Donc, avis de la commission médicale d'établissement avec décision derrière motivée sur un des motifs qui est là de licenciement. Et s'il n'y a pas d'avis du président, de la CME, pardon, on va demander l'avis du président, ce qui permettra ensuite de déterminer, de prendre une décision motivée de la part de l'employeur sur cette décision de licenciement. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. On est pile poil dans les temps. On va pouvoir